J'aime mieux dire que j'accompagne les gens. Je les thérapise pas, je les soigne pas. Quand j'étais infirmière, je soignais. Moi, j'utilise beaucoup des choses que j'ai apprises à travers mes propres crises ou difficultés pour accompagner les gens et pour comprendre ce que eux vivent aussi. Je pense qu'on est dans une espèce de réparation parce qu'on est en train de changer vraiment de paradigme et d'air. L'énergie féminine doit reprendre sa place. On ne peut pas être spirituel sans son corps. On est contraint d'être dans ce corps de chair qui est étroit, je suis d'accord. Pour l'âme, c'est vraiment petit. Il n'y a que ça qui est juste finalement. Couché sur un lit de massage dans un cabinet accueillant, on vous demande de vous imaginer dans tel ou tel endroit. Et ainsi, de lieu en lieu, on se plie d'abord à un exercice qui semble sans conséquence. Une suite de scénettes que l'on se fait banales. Et puis, l'air de rien, une image s'impose un tout petit peu plus fermement que les autres. On la prend, on se dit pourquoi pas. Gentiment guidé par l'hypnothérapeute, on change de lieu, d'époque, on voit des gens. Mais bien entendu, ce n'est que mon imagination qui travaille. Et ces gens nous touchent. Ils nous révèlent des choses d'eux et de nous-mêmes sans que l'on s'y attende. On en arrive même à ressentir des sensations fortes, extrêmes, comme le deuil, la profonde tristesse ou l'amour. Tout avait commencé par de petites scénettes sans conséquence et nous voilà projetés dans un univers émotionnel insoupçonné. On n'en revient pas pareil et on se demande « ai-je bien vécu ceci ?» C'est troublant. Marie-France Boin a consacré une grande partie de sa vie à soigner et à accompagner les autres. Ancienne infirmière de la Croix-Rouge, elle a exercé son métier aux quatre coins du monde, notamment au Nicaragua, un pays de cœur pour elle comme pour moi. Son parcours l'a aussi confrontée à une institution aux tendances sectaires dont elle a eu du mal à se détacher, une expérience qu'elle a courageusement partagée à la télévision. Aujourd'hui, elle pratique l'hypnose régressive, une discipline qui invite à explorer des souvenirs enfouis ou des vies antérieures. Dans cet entretien, nous reviendrons sur son parcours d'infirmière, sa transition vers l'hypnose, les critiques et malentendus autour de cette pratique, ainsi que sa vision de la conscience et de la réalité. Nous la recevons aujourd'hui pour qu'elle nous parle de sa pratique et de bien d'autres choses. Bienvenue Marie-France Moin. Merci, bonjour et merci de m'accueillir. Bonjour, ça me fait très plaisir. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'ici, jusqu'au studio. Merci à moi aussi. Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, malgré cette introduction, ou en plus de cette introduction, pour nous dire un petit peu votre parcours, d'où vous venez. Vous pouvez même commencer par l'enfance, si vous voulez, un petit peu pour nous dire quels sont vos intérêts en général et qu'est-ce qui vous a poussé vers le soin déjà, que ce soit l'infirmerie ou les autres soins que vous avez pratiqués et que vous pratiquez. Alors moi, je suis née à Fribourg, de parents genevois, mais à Fribourg. Je suis l'aînée de 5 enfants. J'ai eu une enfance heureuse, dans un foyer aimant. Très tôt, j'ai eu envie d'être infirmière, puis médecin, puis chirurgien, puis gynécologue, selon les âges. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est intrinsèque et que je suis née avec, parce que personne dans ma famille n'était dans les soins ou quoi que ce soit. C'était pas du tout une branche représentée dans quel que soit le côté de ma famille. Et depuis toute jeune, j'ai émis cette envie-là. Est-ce que c'est parce que ma sœur, qui avait 3 ans et demi, s'est fait opérer des yeux quand moi j'en avais 5 et que j'ai été frappée par ça? J'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ouais. Et à 18 ans, j'ai eu envie de prendre mon envol de la maison, de quitter le collège et d'entrer à l'école d'infirmière à Fribourg. D'accord. Et ensuite, vous avez commencé tout de suite une carrière dans l'infirmerie. Vous avez commencé à travailler dans quel domaine? Alors, tout de suite après mon diplôme, j'ai fait 2 ans au Centre de rééducation pour les paraplégiques à Genève. À l'époque, c'était à Beauséjour. Et puis ensuite, j'ai eu envie de voyager parce que le voyage, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai toujours envie de partir découvrir le monde. Et donc, j'ai voyagé sac à dos en Amérique latine pendant un certain temps. Là, je ne suis pas allée au Nicaragua parce qu'à l'époque, il y avait la guerre et on a passé par-dessus l'Amérique centrale.
Et quand je suis revenue, je me suis formée aux soins intensifs. Donc, j'ai fait une spécialisation de 2 ans, de nouveau à Fribourg. Et là, ensuite, je suis partie avec le CICR parce que le CICR, c'était quelque chose qui m'avait... J'avais vu un article quand j'avais 17-18 ans, juste au moment où j'ai commencé l'école d'infirmière, sur le Biafra à l'époque. Le CICR était présent là-bas et j'alliais mes passions. Ouais. Ouais. Le soin et le voyage. Le soin et le voyage, oui. Ouais, d'accord. Et alors, racontez-nous un petit peu des expériences en pays étrangers. Qu'est-ce que vous avez vécu? Et peut-être justement votre découverte du Nicaragua, vu qu'on en parle dans l'introduction. D'accord. Alors oui, donc j'ai fait plusieurs missions. J'en ai fait 2 au Pakistan. La première, c'était en chirurgie de guerre. Donc à l'époque, c'était les Russes qui étaient en Afghanistan. Et puis le CICR ne pouvait plus y être parce que le CICR fait toujours une offre de service et le pays doit accepter. Voilà. Et puis, la deuxième mission, c'était au Centre de rééducation pour les paraplégiques à Peshawar, étant donné mon expérience comme jeune infirmière à Genève avec ces gens-là. Et ensuite, je suis allée en Afrique. Et la 4e mission, ça a été le Nicaragua. Et ça, c'était une mission incroyable parce que déjà, j'avais signé le contrat avant les élections. Au moment où Daniel Ortega était toujours au pouvoir. Donc il y avait toujours la guerre. Il y avait toujours la guerre. Il y avait la guerre, il y avait des détenus. Il y avait beaucoup de détenus politiques dans les prisons. Et il y avait des sous-délégations un peu dans tout le pays. Et moi, on m'avait proposé d'être la coordinatrice médicale pour tout ce qui était sur le terrain parce que le médecin du CICR était très occupé avec les prisonniers, les détenus, etc. Et puis, quand je suis arrivée au Nicaragua, eh bien... Daniel Ortega avait perdu les élections, personne ne s'y attendait. C'est la coalition de droite avec Violeta Chamorro qui avait gagné. Ouais. Et là, j'ai vu ce que c'était l'influence des États-Unis. La guerre s'est arrêtée comme un robinet qu'on ferme. Vraiment. C'était impressionnant. Ouais. Et donc, moi, j'avais plus du tout le même rôle. Donc, je me suis retrouvée à suivre un délégué dans la montagne, vers Matagalpa, dans le nord du Nicaragua, à aller distribuer des vermifuges. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, moi, je voulais partir. Et puis, mon chef de délégué, il me dit, attends, Marie-France, attends. On va devoir partir, on va réduire. Tu vas avoir un autre rôle. Et là, c'est vrai que j'ai eu un rôle incroyable parce que j'ai dû fermer toutes les sous-délégations au niveau médical dans tout le pays. Donc, je suis allée dans tout le pays et j'ai organisé les distributions en lien avec l'OEA, conjointement avec l'OEA. Donc, les distributions qu'on faisait... Alors, c'est quoi l'OEA? L'OEA, c'est la branche onusienne pour l'Amérique latine. D'accord. Et on distribuait tous les contrats qui rendaient les armes. Donc, je suis allée à l'endroit où ils rendaient leurs armes, leurs habits. Il y avait un hangar avec une montagne de Kalachnikov et de bazooka. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Wow. Et puis, on leur attribuait des terres. Alors, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on part sur Somoza, les droits des terres, etc. C'était assez incroyable. Mais il a fallu aller dans des endroits, même à cheval, parce qu'on ne pouvait pas y aller autrement, rencontrer ces gens, organiser les distributions. Enfin, c'était hyper intéressant, quoi. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même eu une redistribution des terres après l'arrivée de Chamorro. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur a donné des terres, alors qu'elles n'étaient pas des terres forcément magnifiques. C'était souvent des choses... Voilà, fallait vraiment... On leur donnait tout pour cultiver. Il fallait défricher, tout ça. Mais je sais qu'après, les anciens somozistes, propriétaires terriens qui étaient partis avec le départ de Somoza, sont revenus avec leurs titres et puis ils ont réclamé les terres. Ouais. Donc, je ne sais pas après la suite, parce que moi, après, je me suis retrouvée de nouveau en Afrique, au Mali, etc. Ouais. Mais bon, je sais que ça a été... Donc, une aventure riche dans le monde du soin et pas des moindres, j'entends, dans des pays en guerre ou juste qui sortent de conflits. Enfin, voilà, ça... C'était avec les visites de détenus aussi, en Afrique notamment. Ouais.
J'ai adoré le terrain, j'ai adoré rencontrer ces gens, devoir essayer de comprendre, de s'adapter. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Mais Mhm. alors, on laisse quelques plumes Ouais, ouais, quand ouais, même. ouais, Ouais. forcément, Mm. forcément. Et quand est-ce que vous avez rencontré l'hypnose? Est-ce que c'était déjà dans ces moments-là ou Pas du c'était bien tout. plus tard? Non, non, pas du tout. Moi, je me suis formée après le CICR, je me suis formée pendant une quinzaine d'années au travail psychocorporel. Mhm. Et j'ai même enseigné, j'ai eu mon école pendant une dizaine d'années. Et c'est dans cette période-là, en fait, dans ce groupe-là, qui s'est avéré être sectaire, dont j'en suis sortie en 2008 avec perte et fracas, un stress post-traumatique carabiné, où j'ai dû remettre ma vie complètement à plat et à zéro. Alors là, il faut nous en parler un peu plus du coup. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étudiez la relation psychocorporelle et puis vous tombez sur un milieu sectaire, hein? Alors en Dites-nous en fait, plus. c'est quelque chose qui était très nouveau en Suisse, hein. Ouais. Et moi, j'aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est depuis toujours. J'aime bien découvrir, hein. Et puis, en fait, on travaillait au niveau corporel, mais en prenant en compte la globalité d'une personne. Il ne faut pas oublier qu'en étant infirmière aux soins intensifs, il y a le médecin qui s'occupe de tout ce qui est pulmonaire, respiratoire. Il y a celui qui s'occupe peut-être de la chirurgie que la personne a eue. Il y a celui qui s'occupe de l'infection, enfin, etc. Et c'était nous, en tant qu'infirmières, qui étions au lit du patient 24 heures sur 24, qui faisions le lien aussi avec la famille et avec tous les aspects de la personne. Et ça m'avait beaucoup dérangé quand même, qu'on n'arrive pas à tenir compte, que les médecins n'arrivent pas à prendre en compte la globalité, parce que chacun venait avec ses arguments. Enfin, voilà. C'était pas le seul aspect, mais c'était un aspect qui m'avait un peu dérangé. Et là, on me proposait d'aborder les gens euh, sur un plan global, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau physique, de ce qu'il y avait, parce que quand même l'infirmière en moi était bien réveillée, mais en même temps, on tenait compte des émotions, du psychisme, éventuellement de l'histoire de la personne. Donc, c'était vraiment contextualisé. Mhm. Et pour moi, c'était important, si quelqu'un veut aller mieux, de prendre en compte tous ces aspects. Mhm. Donc oui, cette méthode, c'était quelque chose de tout nouveau. C'est une réflexologue qui a fait venir cette personne de l'étranger, du Moyen-Orient, et qui avait mis en place tout un système, une méthodologie pour aborder les gens avec une lecture de pieds où on voit la globalité de la personne sur tous les plans dans les pieds, et puis après, différentes approches de toucher. C'est plus du toucher que des massages, même si de l'extérieur, ça peut avoir l'air de massage. Et puis, de faire les liens avec le côté émotionnel. Donc, c'était hyper intéressant, c'était passionnant, c'était quelqu'un qui disait des choses nouvelles ou d'une nouvelle manière. Des fois, c'était un peu provoquant. Euh, voilà, mais c'était intéressant. Il y avait de tout. Il nous faisait beaucoup travailler sur nous-mêmes. On devait évidemment passer nous-mêmes par un processus. Et ça a été pour lui le moyen aussi de nous mettre dans des situations émotionnelles de dépendance. Ce que j'ai compris bien plus tard, après être sortie et en ayant pratiqué l'hypnose, c'est que cette personne connaissait très bien les techniques hypnotiques, Mhm. les techniques de manipulation, savait très bien les points faibles de chacun et comment nous manipuler pour arriver à ses fins. Mais moi, j'étais naïve. Moi, j'étais avec mon cœur ouvert comme ça, l'envie d'apprendre, l'envie de me bonifier. Mais évidemment, on n'était jamais suffisamment bien. Il y avait toujours quelque chose de plus à faire. Mais bon,
Voilà. Juste pour un petit peu contextualiser quand même et comprendre, donc cette personne qui venait du Moyen-Orient, qui est venue avec une méthode de soins via une lecture des pieds, mais une lecture générale de la personne, psychologique, à travers des signaux physiques, c'est une méthode qu'il a apportée avec, en ouvrant des écoles ou des centres de formation seulement en Suisse, à l'étranger aussi, dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays du monde. Comment est-ce que c'était répandu? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était une méthode connue? À quel point elle était connue? C'était pas du tout connu. Quand il est arrivé en Suisse, il n'avait pas encore nommé cette méthode. Il appelait ça réflexologie holistique. Enfin voilà. Et il a vraiment construit ça. Il était allé déjà, je crois, en Argentine. Et la Suisse, ça l'intéressait parce qu'il y avait de l'argent, comme en Argentine à l'époque, parce que c'était à l'époque où... l'Argentine, c'est un des pays où il y avait, en tout cas à l'époque, le plus de psy par habitant. Donc, voilà. Et nous, quand je dis nous, c'est moi et mes confrères, consoeurs de l'époque, on a été avec tout notre cœur pour développer cette méthode, pour faire venir des gens dans des ateliers, dans des cours professionnels, etc. Et ensuite, ça a voyagé, c'est allé en Italie, en Autriche, en Allemagne. En France, ça n'a pas tellement pris avec les trucs sectaires. Ils sont très vite, ouais, alors c'est différent. Beaucoup plus méfiant. Ouais. Oui, culturellement. Voilà. Et puis en Espagne aussi. Et donc, oui, ça a pris pas mal d'ampleur, hein, de plus en plus d'ampleur. Hein. Mais j'ai pas envie de revenir sur toute cette histoire parce que, enfin bon, je pense que les dérives sectaires, elles existent aussi beaucoup dans tout ce qui est approche thérapeutique. Et chacun d'entre nous, on a été manipulé selon un point faible bien particulier. C'est-à-dire que, voilà. Mais là, ça pourrait faire l'objet de toute une émission rien que sur la manipulation, et voilà. Donc, finalement, moi, j'en suis sortie au bout de 15 ans. Quand même, hein, j'ai mis du temps. 15 ans quand même, avant de réaliser comment vous pouviez sortir, ou même de réaliser que vous étiez sous l'emprise. Oui, c'est-à-dire que les dernières années, je peux dire les 2-3 dernières années, une partie de mon cerveau, une partie de ma conscience se disait qu'il y avait quelque chose, mais l'autre partie m'en empêchait. Je m'interdisais de penser mal ou pas bien de lui, et je dis eux parce qu'il y avait 2 femmes avec lui qui dirigeaient un peu tout ça, par loyauté. C'est-à-dire que ma loyauté était telle, et stupide, hein, mais voilà, elle était telle que je m'interdisais jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec un certain nombre de circonstances, je suis sortie. En fait, je me suis fait expulser. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il y a une émission de télévision qui est passée sur la télévision suisse où des victimes de cette méthode s'expriment, et on voit que c'est parfois allé assez loin dans certains témoignages, avec même des attouchements sexuels sur les soignants. Des choses que j'ai découvertes après être sortie, quoi. Moi, j'ai ouvert les yeux vraiment. Voilà. Et vous dites une chose intéressante, juste à l'instant, vous venez de dire que dans le milieu thérapeutique ou dans le milieu du soin, il y a souvent, ou il peut y avoir, je ne sais pas si vous avez utilisé souvent, des dérives sectaires. Pourquoi vous pensez que c'est plus sujet à cela? Alors, je pense que le milieu des thérapies, c'est pas un milieu financier, c'est pas un milieu de commerce où il faut des résultats. C'est un milieu de gens qui ont, au départ, en tout cas ceux qui viennent apprendre, qui ont envie de quelque chose de meilleur pour eux, pour la société, pour leur famille. Enfin, ça part de bons sentiments. Et avec honnêteté, hein, franchement. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut plus facilement
manipuler ces gens-là, et d'autant plus que quand on fait ce genre de démarche, moi, si je regarde, parce qu'évidemment, j'ai eu le temps de réfléchir depuis le temps, si je regarde, c'est vrai que moi, j'ai vécu un abus dans mon enfance, par exemple, et du harcèlement scolaire. Alors, on ne l'appelait pas du tout harcèlement scolaire, parce que j'étais en surpoids quand j'étais gamine. Et tout ça m'a amené avec des failles de besoin de reconnaissance, de manque de confiance en soi. Et ces failles-là, elles sont facilement exploitables Ouais, ouais. par les gens qui manipulent et Mhm. qui veulent arriver à leur fin. Parce que si vous n'êtes pas sûr de vous et puis que vous avez besoin de reconnaissance, puis qu'on vous dit qu'on vous aime et que vous êtes magnifique et ce que vous faites, c'est génial, vous êtes une super bonne élève, ben voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, et plein d'autres avec qui j'étais, c'était pareil. Ouais. Donc, on a une espèce de, on a une faiblesse, hein. On a une faiblesse à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est des milieux où on peut facilement, Disons que les prédateurs voient bien dans quel milieu on peut facilement attaquer. Et puis là, exactement, les gens qui ont besoin de reconnaissance, c'est des exactement. proies faciles par rapport à Ouais, attaquer dans un milieu de la finance ou ouais, attaquer dans un milieu différent où on est plus armé ouais. peut-être. Ouais. Et j'en profite pour dire aussi que les thérapeutes peuvent être des manipulateurs et qu'il faut Mhm. faire attention. Mhm. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont formés. Alors, j'ai rien contre, hein, je veux dire, sûrement des gens qui sont magnifiques, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont fait quelques cours en se disant, ben voilà, c'est facile, etc. Non, je pense que être thérapeute, c'est pas rien. Et moi, je m'appelle plus, j'aime pas trop dire que je suis thérapeute parce que j'aime mieux dire que j'accompagne les gens. Je Mhm. les thérapise pas, je les soigne pas. Mhm. Quand j'étais infirmière, je soignais. Ouais. Et ça prend énormément d'énergie. Quand on est thérapeute, on est plutôt accompagnant et on a vécu des difficultés soi-même. Et c'est ce qui nous permet, moi j'utilise beaucoup des choses que j'ai apprises à travers mes propres crises ou difficultés pour accompagner les gens et pour comprendre ce que eux vivent aussi. Ouais. Donc voilà. Mhm. Mhm. Et donc, après cette expérience un petit peu compliquée, vous découvrez à quel moment l'hypnose, justement? Alors, s'en suivi quelques années où je suis partie à l'étranger, Ouais. un peu chaotique, où j'ai essayé de survivre et de mettre de l'ordre dans ma tête et dans mes émotions et tout ça. Et je suis revenue en Suisse quelques années plus tard, hein, et c'est là où en fait j'ai repris ma vie à zéro, on va dire, hein, et j'ai repris mon travail d'infirmière à temps partiel, aux soins à Mhm. domicile, et j'ai réouvert un cabinet. Et c'était difficile pour moi j'ai dû trouver mon chemin et faire mien ce que apprendre ce que j'avais appris dans cette méthode, mais de le faire mien sans sans tout ce qu'on avait rajouté par-dessus. Mhm. Mhm. Donc j'ai réouvert un cabinet et c'est là où je me suis formée à l'hypnose classique d'abord, Ouais. ericksonienne. Mhm. J'ai fait un diplôme en hypnose ericksonienne. Et puis par la suite, j'ai fait d'autres techniques hypnotiques, notamment le theta healing et l'hypnose régressive quantique. D'accord. Voilà. Quelques mots quand même sur l'hypnose ericksonienne et puis la différence avec l'hypnose quantique, du coup. Oui. Alors l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose classique, c'est-à-dire que le thérapeute va, euh, à travers une induction, vous mettre dans un état modifié de conscience pour travailler sur, je sais pas, vous avez peur du dentiste, vous avez envie d'arrêter de fumer, il y a des, des réactions récurrentes par rapport à certaines situations, par exemple, manque de patience, etc., etc. Et puis, c'est notamment, en général, c'est dans cette hypnose-là, c'est le thérapeute qui parle Mhm. et qui fait des inductions, etc. Alors, ça ne veut pas dire que on peut vous manipuler à ce moment-là. À n'importe quel moment, vous pouvez ouvrir les yeux et puis arrêter la séance, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est l'hypnose classique que Milton Erickson, c'est pour ça qu'on l'appelle ericksonienne,
qui est cet Américain qui a créé ça, qui a développé ça. Et l'hypnose régressive quantique, ça, c'est une dame qui s'appelle Dolores Cannon qui l'a mise au point dans les années 80 déjà. Elle était femme de militaire. Et elle avait 4 enfants. Elle s'est retrouvée sur une base militaire à s'embêter. Ses enfants avaient un peu grandi. Elle a appris l'hypnose ericksonienne. À l'époque, c'était pour arrêter de fumer ou pour déstresser, pour traiter le stress. Puis un jour, elle réalise qu'une des personnes qui était en état hypnotique avec elle, elle part ailleurs, puis commence à parler, puis à raconter des choses. Puis comme c'est une femme qui était très curieuse et puis méthodique, minutieuse, elle a commencé à vouloir chercher. Donc, elle a essayé de reproduire cet état-là. En fait, à l'époque, les gens, elle les mettait dans des états somnambuliques. D'accord. Donc, vraiment dans une hypnose très profonde. Et puis, elle a reproduit ça. Et puis, elle a vu qu'elle pouvait le faire. Hein, et puis que les gens partaient dans des vies antérieures. Alors, on croit ou on ne croit pas aux vies antérieures. Hein. Moi, ça m'est égal, je veux dire. Finalement, la finalité de ça, mais on va peut-être en parler plus après, je ne sais pas. Bien sûr, on va creuser, évidemment, mais continuez. Voilà. Donc, en fait, la finalité d'une hypnose régressive, pour moi, j'en vois plusieurs, en tout cas 2. La première, c'est si on va dans une vie antérieure ou 2, en fait, en général, on va dans une vie antérieure ou 2, et puis on va voir des séquences, des journées, des moments importants de ces vies-là. Si on croit aux vies antérieures, ben, très bien, pas de souci. On peut ne pas y croire et prendre ça comme quelque chose de symbolique. Parce qu'en général, moi, ça fait une dizaine d'années quand même maintenant que je fais ça. Je me suis rendu compte que c'est toujours les séquences qu'on voit dans ces séances-là, c'est en lien avec les problématiques ou les questionnements de la personne à l'heure actuelle. Donc, en général, ça vient vraiment faire du sens et ça vient éclairer, même si la personne ne le comprend pas forcément tout de suite. Mais comme c'est enregistré, elles peuvent y revenir sur leur séance. Donc, ça fait toujours du sens et ça explique un certain nombre de choses. Et puis après, dans ces séances-là, la personne, elle aura préparé un certain nombre de questions qu'elle veut poser à... Alors, le moi supérieur ou voilà, une intelligence supérieure. Chacun le nomme différemment. Donc, c'est des questions qu'il aura préparées avant et puis c'est moi qui les pose pendant la séance et lui, la personne reçoit les réponses directement. C'est pas moi qui les dis. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ces séances-là, au contraire des séances ericksoniennes, là, les gens, ils parlent. C'est-à-dire que je leur fais dire toutes leurs sensations, leurs émotions, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive comme image, comme odeur, comme son, de me décrire comme s'ils étaient un journaliste à l'autre bout de la planète, un journaliste radiophonique en train de vivre un événement que les auditeurs ne voient pas. Et puis, de cette manière-là, on déroule le fil. Et même si la personne imagine ou invente, c'est pas grave, parce qu'on va vraiment dans une partie du cerveau qui est pas du tout rationnelle. C'est justement ça. Alors, pour être passé entre vos mains, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à douter de tout, a priori. Au début de l'hypnose, je me suis dit, bon, ben voilà, j'imagine, ok, des petites scènes, comme je disais dans l'introduction, et puis j'avais pas l'impression que ça changeait tellement de scènes que je pouvais imaginer dans un demi-sommeil avant de m'endormir, et puis simplement. Mais là, il y avait tout à coup une narration qui s'imposait, où c'était
plus trop moi qui choisissais les scènes, mais il y en avait qui étaient un peu plus imposées, un peu plus évidentes, hein. Avec des petits impulses parfois. Voilà, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous voyez une maison? Donc ça donne peut-être une direction, mais c'est vraiment très large parce que qu'est-ce qu'on voit? En général, on voit quand même un paysage et puis il y avait un village et là je vois une maison et puis ensuite la maison elle s'impose. On n'est pas en train de l'imaginer alors que c'est très proche de l'imagination, mais en même temps il y a des images qui s'imposent. Et ensuite, on est complètement emporté dans quelque chose qu'on croyait contrôler. On se dit, on se raconte une petite histoire sympathique, on reste très à distance et ensuite on se fait... on ne sait pas à quel moment on passe de l'autre côté où tout à coup, c'est plus nous qui avons les manettes. C'est assez étonnant. Et quand vous dites on se fait emmener, ça veut dire que c'est émotionnellement aussi. Ouais, bien sûr, c'est pas seulement les images, c'est-à-dire après les images, en tout cas les gens, les situations qu'on croise sont extrêmement fortes. C'est-à-dire à arracher des larmes, j'entends. C'est pas juste, j'imagine, une petite histoire, quoi. Donc, c'est vraiment une expérience qui a l'air banale. Enfin, c'est pas comme un trip sous psychédélique, par exemple, où tout change. Et puis là, il n'y a pas de doute, on est dans une autre réalité. Là, on a l'impression d'être dans la même réalité. Et puis on se dit, voilà, j'imagine. Et en fait, non, il y a des bagages d'émotions avec, quoi, qui débarquent avec. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle quantique ? Quantique, c'est parce qu'en fait, on part dans une autre... on fait des sauts dans le temps et dans les lieux. C'est pour ça qu'on l'appelle quantique, en fait. C'est Dolores Cannon qui l'a appelé quantique. D'accord. Je veux quand même dire que vous m'aviez bien mis la pression quand vous avez pris le rendez-vous en me disant que vous n'étiez pas hypnotisable, que vous aviez on avait déjà essayé 4-5 fois avec vous, mais que ça ne marchait pas. Donc ça, c'était assez... J'ai bien aimé, je dois dire. Ça me mettait la pression, mais ça me donnait un petit challenge et j'aime bien. Oui, du coup, là, c'était réussi. Hein. C'est vrai qu'on avait essayé plusieurs fois. Avec moi, je te ressortis en me disant, bon, voilà, j'avais rien vécu de spécial, mais là, ça a changé. J'étais emmené bien plus loin que je ne pensais. Et qu'est-ce que vous allez chercher durant une séance ? Est-ce que c'est toujours ce qu'on appelle des vies antérieures sans savoir exactement ce que c'est ? Ou bien c'est des souvenirs personnels refoulés dans la vie actuelle ? Ou bien d'autres phénomènes ? Ou bien c'est toujours un peu le même scénario d'aller chercher dans les vies antérieures ? Ou parfois vous guidez un peu plus dans cette vie-là ? Alors... là, on parle d'hypnose régressive quantique. Après, je vous parlerai du Theta Healing parce qu'en fait, les deux techniques, on met la personne dans le même état, qui est un état Theta au niveau des ondes du cerveau. D'accord, très volontiers. Donc, dans l'hypnose régressive quantique, en général, on part dans une vie antérieure parce que le fait d'aller dans une vie antérieure pour après passer au questions-réponses, ça met bien la personne, ça la plonge bien dans un état hypnotique suffisant. Si on partait directement sur les questions, alors pour certaines personnes, ça serait tout à fait possible. Il y a des gens qui ont l'habitude. Hein. Moi, j'ai fait en tant que cliente, je suis allée plusieurs fois dans ces états-là et c'est vrai que je peux facilement m'y mettre. Mais en général, c'est vrai que d'aller dans quelques séquences de vie antérieure, c'est toujours intéressant. Il y a des gens qui y tiennent vraiment, d'autres pour qui c'est moins important. Mais il y a toujours quelque chose à en retirer, je dirais. C'est toujours, voilà. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Il peut y avoir plusieurs vies ou plusieurs scénettes de vie. Mais voilà. Et puis, je m'excuse, j'ai oublié une partie de la question. Si on va toujours chercher les vies antérieures, ou parfois on fait des régressions dans notre propre vie, ou bien simplement dans la vie utérine, ou d'autres choses du style. Alors, vie utérine, je crois que ça m'est jamais arrivé, ou peut-être une fois, mais vie actuelle, oui, il y a des gens qui au lieu, qui partent dans leur vie actuelle, où il y a des gens qui demandent à partir dans leur vie actuelle. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois.
notamment une fois, une demande assez particulière, une personne qui disait elle était sûre qu'elle avait été adoptée. Mhm. Et puis ses parents lui ont toujours nié ça. Et en fait, voilà, on a retrouvé l'origine, l'orphelinat où elle était en Russie, etc., etc. Avec des noms, avec tout ça. Mais Et ensuite, elle a pu vérifier ces informations qu'elle a récoltées pendant... apparemment, oui. Ok. Ouais, apparemment, oui. Donc mais c'était une fois en 10 ans. Sinon, il y a d'autres personnes qui veulent régresser dans leur vie actuelle. Alors oui, c'est possible de le faire, mais il y a des fois où l'inconscient empêche. Mhm. Il y a des fois où on a une protection quand même. Je veux Mhm. dire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et moi, je dirige pas. Je ne sais pas où on va. Ouais. C'est ce que j'aime dans ces séances, c'est qu'on commence, c'est quelqu'un que je connaissais pas à l'heure d'avant. On parle quand même un moment ensemble. Il faut qu'il y ait un dialogue, une confiance qui s'installe, parce que je ne peux pas vous dire bonjour, vous mettre sur la table et puis vous partez en état hypnotique. C'est normal, hein. Donc, on discute, etc. Mais voilà, moi, je ne sais pas où on va aller. Ça, c'est l'inconscient de la personne qui va l'amener. Mhm. Mhm. Ouais. Mm. Et donc, l'autre technique dont vous parliez avant, sur les ondes θ. Alors, voilà, ça, c'est des techniques où les gens, alors, ils sont pas couchés, ils sont assis. Il y a aussi une induction qui est assez rapide. Et là, on travaille une question, un sujet. C'est une séance qui dure 1 heure, hein. Et je dois dire que dans les deux techniques, surtout avec la technique du Theta Healing où ça dure 1 heure, hein, souvent les gens ne se rendent pas compte quand ils y sont, qu'ils sont dans un état modifié de conscience. C'est Mhm. en ressortant. Et je leur dis, parce que si tout d'un coup je dis non, mais c'est vrai, je suis pas hypnotisée, je suis pas hypnotisée, ça marche pas, ça va couper l'expérience. Donc je les préviens à l'avance qu'ils auront l'impression que c'est normal. Mhm. Ok. Parce que voilà. Et là, on va travailler un sujet et puis on va voir ben, d'où ça vient, quels sont les liens avec peut-être la petite enfance. Souvent, c'est à la petite enfance que les choses se mettent en place. Euh, et les personnes peuvent tout d'un coup partir dans un souvenir qu'elles avaient complètement oublié et puis dire, ah ouais, mais ça fait du sens, quoi. Maintenant, je comprends. On peut aussi des fois partir dans du transgénérationnel, dans l'une et l'autre technique. Ça veut dire que Mhm. tout d'un coup, euh, et la personne et moi, parce qu'en général, je suis moi aussi canal, hein, dans ces moments-là. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui est connecté avec les ancêtres, et on va souvent soigner ou guérir toute une lignée, euh, beaucoup avec les femmes, parce que c'est un peu dans l'air du temps, hein, puis c'est beaucoup des femmes qui viennent me voir, Mhm. mais c'est souvent avec les histoires d'abus, de domination, etc. On porte tout ça en nous, parce que voilà, les femmes ont été violées, c'est une arme de guerre, voilà. Donc on le porte tout en nous et c'est vrai que souvent il y a ces guérisons qui se font. Je pense parce qu'on est aussi dans une période, alors je passe dans autre chose, mais Non, mais on est allez-y. aussi dans une période où on est en train de guérir un certain nombre de choses avec tout ce qui se passe. Au niveau de l'actualité, il y a eu MeToo, il y a eu Gisèle Pellico, enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et je pense qu'on est dans une espèce de réparation parce qu'on est en train de changer vraiment de paradigme et d'air, et que la, la, l'énergie féminine doit reprendre sa place. Mhm. Et donc, il y a des guérisons comme ça aussi qui se passent dans ce genre de séance. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup parce que c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est important. Il Mhm. y a vraiment des choses qui changent après à des niveaux familiaux. J'ai une personne, je pense à une personne notamment, qui était venue me voir. On n'a fait que du Theta Healing avec elle. Quand vous dites Theta Healing, comment ça s'écrit? Qu'est-ce que c'est le Theta Healing? THETA, de la Ouais. lettre θ grecque, Ouais. qui est l'onde du cerveau θ dans laquelle on est quand on est
quand on est en train de s'endormir ou dans une hypnose, disons, relativement profonde. Healing, Ah, H-E-A. Healing, ok, ouais, Voilà. d'accord, ouais, d'accord. Ça a été créé par une femme qui s'appelle Viana Stibal, qui est américaine, il y a une trentaine d'années aussi. Ouais. Dolores Cannon, ça fait 40, je pense, et puis Viana, ça fait une trentaine à peu près. D'accord. Et vous nous parliez donc de cette patiente avec qui vous faisiez du Theta Healing. Voilà, qui trouvait pas sa place. Enfin, c'est pas parti comme ça. Elle avait un problème toujours avec les maisons, les appartements. Elle avait perdu beaucoup d'argent en se divorçant parce que son ex-mari avait fait un achat inconsidéré. Enfin bref, elle avait racheté un appartement, il y avait des travaux à faire et ça durait, mais je crois plus de 2 ans. Il y avait sans arrêt des problèmes, les travaux qui étaient arrêtés, puis elle perdait de l'argent du coup avec tout ça. Elle venait avec ce problème. Bon, d'accord. Et puis, ce qu'on voit en séance, c'est qu'elle a un problème de place. Elle a un problème de place. Elle n'arrive pas à faire sa place et à exister, à être. Alors, je vais la faire un peu courte, mais dans son enfance, ses parents avaient peu d'argent. Ils avaient dû à un moment donné déménager et elle n'avait pas son lit à elle. On l'endormait dans un lit. Dans le lit de ses parents, et quand ses parents allaient se coucher, on la mettait sur le canapé du salon. Et puis, il y avait une histoire qui s'était répétée aussi à la génération d'avant, dans le même style. Et quand on est allé soigner ça, on a soigné toute une lignée. Alors là, il y a eu les deux côtés, sauf erreur, si je me souviens bien. Et ben, en quelques mois, les travaux se sont terminés. Elle a pu emménager dans son appartement. Ça, je trouvais ça extraordinaire, quoi. Ouais. Vraiment extraordinaire. La place qu'on s'autorise, en fait. Oui, exactement. Et comment ça se matérialise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inconscientes. C'est pour ça que les secrets de famille, c'est vraiment nocif pour tout le monde. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conscientes. Hein. Et au moment où ça... Et qui impactent clairement notre vie, hein, à un niveau financier, à un niveau, ben voilà, appartement, enfin voilà, tout ça. Et au moment où les choses sont unfold, on dit en anglais. Ouais, découvertes, quand on les ouvre comme ça, comme un se paquet. dénoue, quand elles s'ouvrent. Ouais. Elles se remettent en place et la vie change clairement. Ouais, on a l'impression que c'est que des événements directs qui influencent notre chance ou notre malchance, mais ça peut remonter à beaucoup plus loin qu'on arrive à l'imaginer. Et ça, j'ai connu personnellement des exemples de familles avec de très lourds secrets. C'est souvent très difficile dans ces familles-là. La survie, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. C'est comme si on a des chaînes. Ouais. On s'imagine que notre vie, c'est ça, c'est une table, c'est un verre, c'est de la matière. Mais en fait, la matière, c'est du vide, hein, on le sait maintenant. Mais il y a tellement d'autres niveaux. Et moi, j'ai appris à développer... Alors, je pense que j'avais quelque chose déjà au départ, mais moi, quand je suis allée travailler aux soins intensifs, alors j'adore la technique, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais faire ça et découvrir le corps humain, mais une des raisons qui m'ont poussée à faire cette spécialisation, c'est comment je peux rentrer en contact avec quelqu'un qui est privé de tous ses sens, parce qu'il a un tube dans le nez, il voit pas, il est semi-comateux, il peut pas parler, il peut pas s'exprimer. Comment je rentre en contact avec lui? Et dans ces années de soins intensifs, je pense que j'ai vraiment aiguisé. C'est le premier endroit où j'ai vraiment aiguisé consciemment cette faculté de percevoir et de sentir les choses qu'on ne voit pas forcément. À tel point que ça m'est arrivé de demander au médecin d'appeler la famille parce que le monsieur, il va pas survivre jusqu'à 1h30 lors des visites. Puis le médecin me dit, mais non, ses résultats de sang, ça va bien. Je lui dis, non, il a posé les plaques. Et finalement, il me dit, fais-lui de la cortisone. Je lui dis, d'accord, je peux bien te faire de la cortisone, mais tu verras, ça ne changera rien
appelle la famille. Donc, je devais négocier. Je me souviens très bien de ce monsieur. Ouais. Et on a appelé la famille et à 12h30, il était décédé. Ouais. Donc 1 heure avant. Et ça, je pense que pour moi, je peux pas vivre en me disant que la vie, c'est que ça, quoi. C'est que cette troisième dimension, 3D. Je trouve que ça perdrait de la saveur et de la... Oui, le côté mystérieux, quoi. C'est de toute façon plus que ça, Ouais. même si on n'est pas attiré par le mystère. J'entends oui. rien que, je sais pas, l'amour, la jalousie, c'est pas du 3D. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous comprenez, quelle est votre vision de la conscience? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que la réincarnation à l'intérieur de la conscience? Peut-être pour prendre par le petit bout la réincarnation, puis la conscience après. Alors, la réincarnation, pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Depuis longtemps, ça veut dire quoi? Depuis que je suis adolescente, jeune adulte. Ah d'accord, ouais, pour vous. Ouais. Pour moi, personnellement. Ouais. Parce que je suis née dans une famille hyper catholique, pratiquante. On ne parle pas du tout de réincarnation. Moi, quand j'ai lu le livre de La vie après la vie de Raymond Moody, qui est paru dans la fin des années 70, j'étais à l'école d'infirmière, j'en ai parlé à la maison. J'ai parlé une fois, je n'ai pas reparlé une deuxième fois parce que je me rendais compte que, voilà. Puis après, j'ai fait des rencontres, j'ai étudié l'astrologie, ça a été mon premier outil de développement personnel pour la connaissance de moi. Et là, on parlait de réincarnation. Et puis, moi-même, j'ai eu des vies antérieures personnelles qui me sont apparues spontanément. Quand j'étais en mission, ça m'est eu arrivé. D'accord. Est-ce que vous pouvez raconter un épisode? Ah bah du coup, vous mettez Déjà, l'eau à la bouche, là. Alors, en fait, quand j'étais à Peshawar, je conduisais un VV-bus, c'était le véhicule qu'on m'avait attribué pour aller travailler au centre de rééducation des paraplégiques qui était à 10-15 km de là où je vivais. Donc, j'avais de la route à faire. Et puis, il ne faut pas... À l'époque, on est dans les années 80, oui, c'est ça, fin des années 80. Donc, il y avait de tout sur la route. Il y avait des dromadaires qui terraient des charapons. Il y avait des gens à bicyclette avec un charpoy, c'est-à-dire un lit en travers derrière. Au bord de la route, il y avait des femmes en burqa qui ne voyaient rien du tout. Il y avait des bus, il y avait des rickshaws, il y avait tout. Donc, c'était assez difficile. Il fallait être très attentif. Et un jour, il y a un cavalier, mais vraiment sur son cheval, qui arrive en face de moi. Et là, j'ai un flash. Je me vois en guerrier mongol avec une épée à la main, en train de trucider quelqu'un. Et surtout, j'ai la sensation de ce que ça fait. Et j'ai dû m'arrêter au bord de la route, quoi, parce que c'était tellement violent comme sensation que... Alors, j'étais en train de lire le livre sur Akbar, le grand Moghol. D'accord. Ceci explique peut-être cela, mais n'empêche que, franchement, c'était assez incroyable. Puis une deuxième expérience que je peux dire, alors peut-être les gens vont penser que je suis un peu folle, mais c'est pas grave. Quand je suis revenue de ma première mission, où j'ai travaillé avec des blessés de guerre, je suis revenue, c'était dans le courant du mois de janvier. On est en 1987. 2-3 semaines après, je commence à avoir des douleurs aux mains, comme une polyarthrite rhumatoïde, mais à tel point que je ne pouvais plus porter un pichet d'eau, quoi. Je veux dire, j'avais vraiment mal. Puis je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Franchement. Et puis, comme j'avais fait de l'astrologie, enfin des études d'astrologie, il y avait une autre élève qui habitait en France, à Thonon, puis qui me dit, mais puis je lui en parle, hein. Puis elle me dit, mais écoute, il y a un médecin qui s'est installé à Évian. Donc, on est en 1987. Il y a un médecin qui s'est installé à Évian. Il vient du nord de la France. C'est un médecin généraliste, mais maintenant, il travaille par visualisation.
peut-être va le voir. Lui, il voit la raison physique, il voit le corps. Je dis, ah ben, intéressant ça, je vais y aller. Donc j'y vais. Il me demande d'enlever mes bijoux, de poser mes mains sur le lit où normalement on s'allonge. Donc il est assis à côté de moi. Puis quand on a visualisé comme ça, je me dis, oh là là. Moi, à l'époque, je ne suis pas du tout dans tous ces trucs-là. Je fais de l'astrologie, mais enfin, c'est tout, quoi, pour apprendre à me connaître. Puis il commence à me parler les wagons, les déportations. Oh là 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 là. Puis après, il me parle. En fait, il me voit dans mes 2 vies antérieures. Dans la Première Guerre mondiale, j'étais religieuse infirmière et je conduisais une ambulance, ce que j'ai fait quand même plus tard dans mes missions CICR. Ouais. Je n'étais pas religieuse, hein, mais voilà. Ouais. Et j'allais à Verdun chercher les blessés dans les tranchées pour les amener à l'hôpital. Et dans la vie d'après, je me suis réincarnée assez rapidement quand même. J'étais adolescente et juive. Et je suis morte avec les mains, j'étais accrochée à des barbelés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'en voyant des blessés de guerre, il m'a dit que ça, au niveau cellulaire, ça s'était réveillé, quoi. C'était ça qui s'était manifesté. Alors quand même, pour la petite histoire, moi j'avais une amie très chère dans la région de Perpignan où je faisais les cours par correspondance, mais on avait des stages là-bas avec notre prof d'astrologie, qui m'a toujours dit « Ah, tu sais, Marie-France, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je te suis redevable de quelque chose. » Moi, je disais « Écoute, moi, au début, quand même, c'était des trucs, j'étais quand même infirmière, cartésienne, machin. » Et puis, quand j'ai cette expérience, donc vraiment, j'étais assez bouleversée quand je suis sortie de chez ce médecin, je lui téléphone le soir, je crois. Elle me dit, Marie-France, c'est incroyable, je t'ai écrit une lettre, je l'ai postée hier parce que j'ai fait une séance de rebirth et je sais pourquoi je te suis redevable. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, j'étais blessée à la jambe, j'étais dans les tranchées et toi, tu es venue me chercher parce que tu étais infirmière et tu m'as emmenée dans ton ambulance à l'hôpital, tu m'as sauvé la vie. Donc ça s'invente pas, quoi. Oh. Donc, vous lui aviez jamais parlé de votre expérience auparavant, d'avoir vécu, d'avoir vous être souvenu d'avoir Non, été c'est infirmière. le soir même. Le soir même où j'ai été voir ce médecin, je lui ai téléphoné. Ouais. Elle m'avait écrit, parce qu'à l'époque, les téléphones coûtaient cher, elle n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Ouais. Donc, elle m'avait écrit une lettre que j'ai reçue le lendemain ou le surlendemain, mais qui était bien datée de la veille. Hein. Eh ben... Donc, voilà. Donc, je pense que nos cellules, elles se souviennent de beaucoup de choses. Hein. Et ça veut dire aussi que si tout cela veut dire quelque chose qu'on peut comprendre, ça veut dire qu'on vit un peu avec les mêmes personnes, on a l'impression. Je pense qu'on se réincarne par groupe d'âmes. Moi, alors, ma croyance à moi, hein, je pense que déjà, on choisit la vie qu'on veut avoir et ce qu'on veut. Parce que pourquoi on se réincarne? C'est pour avancer et se bonifier et être de meilleur en meilleur, on va dire. Hein. Donc, en général, on choisit les conditions, les circonstances d'une vie, voir un pays, voir les parents, on choisit nos parents, qui vont nous donner des circonstances nous permettant de vivre un certain nombre d'expériences pour pouvoir travailler sur un ou deux des sujets qu'on veut travailler en lien avec ce qu'on a vécu ou fait ou voilà avant. Donc, et je pense qu'on se réincarne souvent par groupe d'âmes, en effet. Pas tous, mais en tout cas, je pense que les gens qui sont importants dans nos vies, ou qui ont été importants dans nos vies, on les a déjà connus. D'accord. Et j'ai récemment interviewé un moine bouddhiste qui parle de ce travail qu'il fait quotidiennement de manière à pouvoir soit ne pas se réincarner ou se réincarner selon ses choix. Que ça donne quand on fait une introspection suffisante et qu'on a une vie avec
voilà, je ne sais pas comment l'appeler, un bon karma, on a plus, ou une conscience suffisamment Mhm. développée plutôt, on va pouvoir choisir sa prochaine réincarnation. Et qu'on dirait que si on ne fait pas ce travail sur soi, on est envoyé dans des futures réincarnations sans avoir le choix vraiment de... Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que... Je pense qu'on choisit son incarnation, Mhm. mais que l'âme choisit. Avant de s'incarner, l'âme choisit ce qu'elle va vivre comme épreuve pour se bonifier. Je pense pas qu'il y a des âmes mauvaises. Mhm. Je pense vraiment pas. Alors, j'ai trop pensé qu'il n'y avait pas de gens mauvais. Peut-être qu'il y en a quand même un Maintenant, je peu. suis moins naïve, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âme mauvaise. Par contre, il y a des gens qui font vivre un certain nombre de choses à d'autres. Il y a des contrats d'âme. Mhm. Ça veut dire que, d'accord, je serai ton violeur, Ok, en sachant ce que ça implique ouais, ouais. au niveau de la société, au Mhm. niveau d'un certain nombre de choses. Alors, je sais que ça peut choquer un certain nombre de personnes. Oui, alors j'entends déjà les commentaires. Ouais. Mais voilà, on peut aller loin dans ce genre de discussion, mais enfin, dans ce genre, je pense vraiment qu'on choisit, quoi. Mhm. Ouais. Et c'est vrai que plus on fait un travail sur soi, plus on avance dans la découverte de soi, plus on se bonifie, moins on aura un karma lourd, entre guillemets, la prochaine fois. Mais en même temps, ça nous donne des responsabilités. Ouais. Parce que si j'ai la conscience, ben, je suis consciente de ce qui se passe autour de moi et de l'impact que je peux avoir, même s'il y a toujours des angles morts, comme on dit. Mhm. Il y a Mhm. quand même des choses qu'on ne voit pas forcément, mais plus j'ai cette conscience, c'est comme une lumière qui est de plus en plus forte, hein. Mhm. Alors évidemment, plus la lumière est forte, plus l'ombre est marquée. Ouais. Mais voilà. Ouais. Bah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un livre que j'avais lu d'une femme militaire américaine pendant la guerre d'Irak, je crois, et qui avait sauté sur une mine. D'ailleurs, elle conduisait aussi des véhicules militaires et elle a sauté sur une mine. Elle a eu une NDE très, 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 très détaillée, où elle a vraiment rapporté, elle a écrit tout un livre sur cette Ah ouais. NDE. Ouais, ouais. Je ne sais pas s'il a été traduit. Je ne me rappelle pas le titre. Je vais essayer de le mettre en commentaire après. Euh, mais elle dit dans le récit de sa NDE qu'elle qu'elle savait pourquoi la personne avait mis une bombe à cet endroit-là et qu'il y avait un contrat entre elles Ah ouais. pour que ça Incroyable, arrive hein. à ce moment-là. Ah ouais. Et ça, elle le rapporte de sa NDE. Donc ça a tendance plutôt à Ouais. confirmer ce que vous dites sur ces contrats d'âme. Ouais. Oui, je suis pas la seule à le dire, hein. Je veux dire, Ouais. c'est clair, il y a... Mais voilà. Mm. Mhm, mhm. C'est- Et de manière plus générale, alors la conscience, notre réalité. La conscience, c'est un vaste sujet. Euh, disons qu'il y a beaucoup de débats par rapport à la conscience. Les médecins aussi, hein, il y en a, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent, mais comment ça se fait, les NDE, les gens, ils ont le cerveau plat, et puis après, ils reviennent, et puis alors, ça veut dire quoi? Moi, je pense que notre conscience, elle voyage pendant la nuit, par exemple, quand on dort. Je pense vraiment qu'on fait des voyages. Euh, parce que moi, je parle d'état modifié de conscience, hein, quand je fais de l'hypnose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conscience, d'abord, c'est quoi la conscience, hein? La conscience, c'est là où est notre attention et notre conscience, on va dire. Ça veut dire que si j'ai pas du tout conscience de tous ces autres plans, comment je peux savoir que ça existe? Si maintenant j'ai pas conscience de l'écran qui est là,
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, hein, mais j'en ai pas conscience. Donc, dans ces états modifiés de conscience, je ne sais pas si je suis bien le bon film. Enfin bref, on va voir. On va voir. Pour moi, dans ces états modifiés de conscience, on met une partie de notre cerveau rationnel qui est vraiment petit. Hein. Ce cerveau rationnel, d'abord, il est surdéveloppé chez nous, dans nos cultures. Mais il y a toute une autre partie du cerveau qui est ce cerveau inconscient, qui est plus le cerveau des artistes, des gens. Je veux dire, combien de fois on dit non, mais il a été inspiré. Un peintre, un écrivain, un cinéaste, il y a des gens, on se dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Il a été inspiré. Donc, et ça vient d'où cette inspiration? Ça vient d'où ça veut dire qu'il y a tout un tas de connaissances. Alors là, on peut parler des annales akashiques, qui sont cette grande bibliothèque où tout ce qui a existé ou existera, puisque le temps n'existe pas dans les autres dimensions, est là. Et il suffit d'aller se servir. Et un médium, un médium, c'est quelqu'un qui a accès facilement à ces connaissances, et on a tous accès à ça. Et c'est pour ça que quand on part dans un état modifié de conscience, on met en veilleuse ce cerveau rationnel qui nous dit « Non, mais c'est pas possible. Hein. Mais ça n'existe pas. Mais c'est pas logique. Mais ça va pas. » Ce côté qui veut rendre les œufs carrés, quoi. Non, c'est vrai. Donc, dès le moment où on le met un petit peu en veilleuse, on a tout à fait accès à plein d'autres choses. D'ailleurs, on a tous, à un moment donné, des intuitions, rien que quand on conduit. Combien de fois c'est arrivé à plein de gens, à tout le monde, de conduire puis de pressentir que celui qu'on est en train de dépasser, il va faire comme ça, par exemple. Ou que le piéton qu'on n'a pas forcément vu, mais ça nous est à tous arrivé. Et je pense que c'est cette partie-là de notre cerveau qui fonctionne à ce moment-là. Comment vous expliquez parce que quand on est sous hypnose, avec cette hypnose régressive quantique, on a vraiment l'impression de tout contrôler. On a l'impression, ok, j'imagine telle scène et telle scène. Comment vous expliquez tout à coup ce shift, ce changement émotionnel qui d'un coup nous offre des images. Enfin, si je me mets à rêvasser avant de m'endormir, je pense pas que je vais arriver jusqu'aux larmes en m'imaginant une petite histoire, quoi. Comment est-ce que c'est vraiment cette induction que vous faites? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je pense qu'il y a plusieurs, c'est multifactoriel, à mon avis. Hein. Déjà, il y a le fait que vous venez pour une séance comme ça. Ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui a envie de le vivre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis là avec vous et que je vous accompagne. Et qu'en général, moi, je suis avec vous et je vois ou je perçois les choses dans lesquelles vous êtes. Hein. Donc ça renforce l'expérience. Ensuite, il y a le fait que vous exprimiez les choses. Parce que quand on est seul dans son lit, on est dans sa tête. Hein, et vous savez très bien que dès le moment où on nomme les choses, les mots ont une énergie. Les mots, ils ont un impact. Donc, je pense que c'est tout ça ensemble qui fait qu'à un moment donné, c'est comme quand vous lisez. Si vous lisez une très bonne description, vous allez avoir une émotion. C'est pareil, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'explique. Ouais. Et au final, quel serait le but? Est-ce qu'il y a un but à la conscience? Pourquoi est-ce que la conscience doit apprendre, se développer, se réincarner? Est-ce qu'il y a un but ou est-ce que c'est simplement l'état des choses? Alors ça, c'est une question que je me pose encore parfois. Le but suprême, c'est quoi? Là, pour moi, on part plus dans la spiritualité. Je vous ai dit que j'étais l'aînée de 5 enfants.
Le 5e est décédé quand il avait 32 ans d'une leucémie. Il y a pas mal... En même temps que je suis sortie de cette méthode. D'accord. Donc, ça a été un tsunami pour moi, cette période-là. Et ce frère-là, c'était quelqu'un... C'était le petit frère, quoi. C'était le 5e. On avait 18 ans de différence. On avait avec mes parents, les 4, on avait choisi son prénom. C'était... Et c'était quand on était autour de lui, les 48 heures avant qu'il décède, hein, moi, je voyais un sage, quoi. Vraiment, je voyais un sage. Et je suis restée en contact avec lui et je suis encore en contact avec lui. Dans les moments difficiles, j'ai eu quelques périodes difficiles depuis. Il m'accompagne, il est là, il me guide. Et je pense que lui, c'est quelqu'un qui est très avancé dans l'avancement de... Je ne sais pas comment dire, c'est difficile à dire, hein. Je pense qu'il est très loin dans son cheminement d'âme. Et je pense qu'il y a des gens, il y a des âmes qui arrêtent de se réincarner ou qui se réincarnent juste pour aider l'humanité, mais qui ont déjà fait leur chemin. Alors après, il y a les anges, les archanges. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas au clair par rapport à une hiérarchie. Mais ce que je pense vraiment, c'est qu'à un moment donné, on a rejoint ce qu'on appelle la lumière, hein, ou l'état de béatitude, ou le nirvana pour les bouddhistes. Enfin, voilà. Et on est là, on est dans cet état-là. Mais je ne le sais pas, hein, je veux dire, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin voilà. Et puis, il y en a qui reviennent parce que l'humanité a besoin d'avancer. Et je pense que malgré tout ce qui est en train de se passer maintenant, je pense que l'ombre est de plus en plus forte parce que la lumière est de plus en plus forte et parce qu'on change de paradigme. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je ne suis pas catastrophiste. Je pense vraiment que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de sens. Quelqu'un avait dit au siècle passé que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Malraux. Ah ben voilà, merci. Et je pense vraiment qu'il avait raison. Mhm. Mais voilà, ça c'est ma croyance. Et puis, j'ai envie... ouais, je sais pas. J'ai envie de rajouter quelque chose parce que je pense à toute l'IA et toutes les faux messages et toutes les choses fausses qu'on nous dit, avec lesquelles on veut nous manipuler. Pour moi, il y a une partie de mon travail qui n'est pas l'hypnose régressive ni le theta healing, mais qui est vraiment l'accompagnement des gens et je les relie beaucoup au corps. D'ailleurs, vous avez vu que dans votre séance, je vous ai relié à votre sensation physique, hein, Mhm. parce que pour moi, le corps, il est extrêmement important. Moi, j'ai voulu me couper de mes sensations physiques à cause de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Et pour moi, quand j'ai retrouvé dans cette méthode d'ailleurs, grâce à cette méthode, les sensations corporelles, il n'y a que ça qui est juste finalement. Le corps, c'est ce qui va... On ne peut pas être spirituel sans son corps. Mhm. Sinon, on est déconnecté de la réalité. Et on s'est incarné dans un corps de chair et on est contraint d'être dans ce corps de chair qui est étroit, je suis d'accord. Pour l'âme, c'est vraiment petit. Et c'est pour ça que j'aime aussi ces séances, parce que dans ces séances de theta healing ou d'hypnose régressive, on part dans un... Moi, j'ai l'impression que je reprends de l'air, quoi. Ouais. que je retrouve de l'espace. N'empêche que quand j'accompagne les gens, je les connecte toujours à leur corps, quelle que soit la technique que j'utilise. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup aussi mes mains. Et que dans mes accompagnements, les gens qui viennent me voir pour un processus pendant un certain temps, je touche beaucoup, je les connecte à leur corps. Parce que ça, c'est vraiment important. C'est ce qui va vous dire si quelque chose est juste pour vous ou pas. Mhm.
On peut aller chercher des signaux dans notre corps sur le chemin qu'on est en train de prendre. Plus on a conscience des sensations, de nos sensations physiques, de comment je ressens les émotions, et est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre. Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire énormément parce que moi, j'étais complètement perdue dans le ressenti de l'autre. Comme bonne infirmière, j'avais une telle empathie que je devenais ce que l'autre était. C'était trop, quoi. Et j'ai dû apprendre à faire la distinction. Et plus vous arrivez à conscientiser vos sensations, des sensations des autres ou des sensations du monde, plus vous savez, c'est votre boussole, ça devient votre boussole. Ça, c'est bien pour moi ou pas? Ça, c'est juste pour moi ou pas? Dernièrement, j'ai vécu une situation avec une personne abusive vis-à-vis de moi, une femme qui n'était même pas à côté de moi, bref. Et puis, elle me faisait, j'avais des réactions. Je me disais, mais c'est pas possible. Je me retrouve dans une sensation de terreur, mais ça, j'aurais pas pu le dire il y a quelques années en arrière. Mais parce que j'ai appris qu'est-ce que c'était cette sensation, je ne sais pas possible. C'est démesuré par rapport à la situation. Et j'ai vu que c'était en lien avec ce que j'avais vécu dans le passé. Et j'ai pu recadrer, faire un stop. Et à ce moment-là, la personne, comme elle ne pouvait plus m'abuser, elle est partie. Donc ça, c'est hyper important de se reconnecter à nos sensations physiques. Ouais. Et donc, même dans des séances comme vous avez eu, de régression quantique, quand il y a une émotion et tout ça, toujours je reconnecte avec le corps pour qu'il y ait vraiment cette conscience. Et comme c'est aussi des séances qu'on peut faire par Skype, par Zoom, l'hypnose régressive quantique ou le Theta Healing, ça marche très très bien. Même l'hypnose ericksonienne, ça marche très bien par Zoom. Il y a des gens qui préfèrent rester chez eux ou alors qui sont trop loin. Il y a un certain nombre de circonstances qui doivent être tenues. Je veux dire, il faut que la personne puisse être tranquille et tout. Mais même là, je les reconnecte à leur ressenti. Parce que c'est hyper important. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait, très bien. Du coup, est-ce que la maladie est un signal en général? Oui. En général, on dit que le corps éthérique est déjà perturbé avant le corps physique. Ça met plus de temps pour s'incarner. Et la maladie physique, oui, c'est une manifestation d'un déséquilibre. C'est ça votre question? Oui. Ouais. C'est une manifestation d'un déséquilibre, oui. Quand vous expliquiez un petit peu vos séances, comment vous travaillez, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément que du one-shot, on y va une fois puis on fait une régression, mais que vous suivez les gens sur des plus longues thérapies, où vous les suivez avec différents moyens que vous déployez pour eux. Quels sont les gens qui font appel à vous? Qui peut faire appel à vous? Et quels sont les types de thérapies différentes qu'il y a, les séances uniques ou des choses sur une longue durée? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors moi, je m'inscris plutôt dans les thérapies brèves, bien que j'ai quelques personnes que je suis depuis longtemps parce qu'elles ont envie d'avoir régulièrement, alors mais c'est pas toutes les semaines ni tous les mois, je veux dire, voilà. Mais en général, c'est une thérapie brève, ça veut dire c'est sur quelques mois, on va dire. Pourquoi elles viennent me voir? En général, c'est un moment de crise. Ça veut dire c'est soit un changement au niveau professionnel, un changement dans la vie personnelle, un divorce, un burn-out. Ou alors, ça peut être aussi une situation qui revient encore et encore. C'est mon 3e copain, et puis c'est la 3e fois que j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas, que j'arrive pas à me faire comprendre, que j'arrive pas à prendre ma place. Ou alors, avec mes enfants,
je perds patience. J'étais pas comme ça avant. Ou, enfin voilà, des choses comme ça. Ou alors, ça peut être des fois des choses très physiques, parce que comme j'aime bien toucher, et puis que même les cicatrices ou les récupérations post-opératoires, ou tout ça, j'aime bien. Euh, j'ai des petites caméras au bout des mains, on dit. Et alors, les gens, ils viennent pour du physique. Mais en général, il y a toujours un lien avec un autre niveau. Mhm. Donc, en général, quand je mets mes mains sur quelqu'un, euh, ben, assez vite, il peut y avoir une question sur quelque chose d'émotionnel ou comme ça. Voilà. Mhm. Et vous avez cité vous venez de dire que les gens viennent souvent dans des périodes de crise. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse, la crise. Comment est-ce que vous pourriez la définir? La crise, pour moi, c'est un moment où on est clairement sorti par la vie de sa zone de confort, euh, et qui nous demande d'aller de l'avant, de modifier quelque chose, de sortir les tripes, ou d'aller puiser au fond de nous des ressources qu'on pense ne pas avoir. Et ça, c'est souvent le cas. Les gens, ils viennent, ils sont un peu, pas forcément désespérés, mais ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à trouver la lumière et tout ça. Et en fait, ils ont les ressources. Mais des fois, il suffit de poser une question à la personne, de dire, mais en fait, votre fils, vous dites qu'il vous appelle jamais, mais vous l'avez appelé. Et puis la personne, elle vient la fois d'après, puis elle dit, vous savez, j'ai téléphoné à mon fils. J'ai dit, ah oui, mais oui, puis on va manger ensemble la semaine prochaine. Enfin voilà, ça c'est un petit exemple, mais des fois, il suffit qu'on pose une question. C'est aussi une manière que j'ai de travailler avec les gens, c'est de leur poser des questions. Moi, je ne vais pas dire les choses en général. Je vais poser une question et puis je vais voir où ça nous mène. Parce que dans la technique psychocorporelle que j'ai apprise à l'époque, c'était très brutal. Mhm. Et en parole, en disant des choses, et physiquement. On devait aller faire mal. Et ça, pour moi, c'est refusé. Mhm. On devait aller faire mal, comment ça? On devait faire des points, parce que la douleur, ben, c'est ce qui nous fait passer D'accord. de l'autre côté. Ouais. Et ça, pour moi, ça passe plus du tout. Je veux... Non, non, ça, d'ailleurs, assez rapidement, j'ai arrêté de le faire. Mais voilà. Et la douceur et l'accompagnement, c'est vraiment de naviguer avec la personne. Peut-être que j'ai un petit pas en avant d'elle, parce que je la vois de l'extérieur, et peut-être que j'ai aussi passé par quelque chose de similaire, donc je peux un peu pressentir, mais chaque personne est différente. C'est pour ça que j'ai aucun canevas. Ah, vous venez pour ça, on va appliquer ça. Non, c'est impossible. Mhm. Mhm. Impossible. Et quelles sont nos croyances limitantes? Pourquoi est-ce qu'on se met parfois dans des situations? Ah, les croyances limitantes, ben, c'est des choses pour essayer qu'on soit plus confortable. Une croyance limitante, on peut faire une métaphore. Vous savez, les fauteuils d'une personne âgée, le fauteuil d'une personne âgée qui s'asseye toujours un peu comme ça, par Ouais. exemple, il prend la forme. Mhm. Eh ben, c'est ça, nos croyances limitantes. Ça veut dire que on se met dans un schéma de pensée qui nous rend bien service, en fait. Mhm. Ça Mhm. nous empêche de... Il y a une sorte de confort dans l'inconfort. Voilà, On connaît la position. exactement. Ouais. On est plus confortable, on pense être plus confortable dans l'inconfort. Mhm. Euh, C'est quelque chose de connu. voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas s'il y a un mot de la fin, un message général ou quelque chose que vous voulez ajouter. Un message général, ben, merci déjà de m'avoir invité. C'était vraiment une chouette expérience. C'est la première fois que je fais ce genre d'expérience. Ben, j'ai envie de dire aux gens, prenez soin de vous, soyez dans la joie le plus possible. C'est ce qui va permettre de contrer tout ce négatif qu'on a autour de nous. Et voilà, mettez votre conscience vers le beau.
Ouais. Et puis, peut-être j'ajouterais de mon point de vue, sachez vous ouvrir à d'autres voies. Moi, j'ai vraiment été surpris. Je Ouais, pensais que, bah, voilà, comme j'avais déjà essayé quelques ouais. fois, que ça ne marchait pas, mais ça peut marcher. Mhm. Donc, bah, je vous remercie. Je vous remercie pour, cet entretien et puis, c'était passionnant. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir.